Good morning, everyone. I think it's a great privilege to have you all here once again to the CICC monthly webinar series. And I think we all agree to the fact that in this world, information is more important than direction. We have cashew on our part of the world, or cashew globally emerging as an important crop. And we need cutting-edge solutions to manage the challenges that this crop presents. Today, our focus is on Cote d'Ivoire. Cote d'Ivoire is going to share with us some of their research findings that is providing guidance to ensure sustainable cashew production in the region. It's a great privilege to all of us to learn and to apply some of their findings to ensure that cashew, being an important crop in our various countries, is sustained. Let's note that this program or webinar series is organized by the CICC and is supported by the European Union with funding under the Business Support Facility for Resilient Agricultural Value Chains, and again under the San Agreement with the Organization of African, Caribbean, and Pacific States. And it's also implemented by the GIZ through the regional project Move Corn Cashew. I must say today, we have two presenters, and let's be informed that after the presentation, we have the opportunity to raise our hands using the thread lines or to submit our questions through the thread lines. At the end of the presentations, these questions or challenges or problems that will be received will be addressed. For our first presenter, her name is Ms. Yepi Oro Flora. She's a PhD student in genetics and improvement of plant production from Nangui Abogia University from Cote d'Ivoire. He has conducted some studies and is ready to share with us on SMP or SNP diversity in potentially promising cashew trees identified by participatory selection in Ivory Coast. We will have also a second presenter who is called Mr. Eliouf Flynn Aseman Yevis Andre, who is also a PhD student in plant production. He will be taking us through a presentation on in vitro regeneration protocol for cashew trees using Apex explants. As we all know, there are various challenges in cashew. Now, the demand for improved cashew seedlings outpaces supply. We will look at what Eloflame has to say about that using tissue culture techniques. And to sustain production too, we will look at what Flora also says to us. Now, I'll hand over the podium or the platform to Flora to give us the first presentation. On this note, I welcome you all to today's monthly webinar series. Thank you.
Bonjour à tous. Allô? Hello? Ok, ça va. Ça marche. Bonjour à tous. Comme l'a dit docteur Bonjour. Kraj, je me nomme Yepie Oroflora. Je suis doctorante en génétique et amélioration des productions végétales. Et je fais partie de l'UOP Biotechnologie, pilotée par l'Université Nonguia à Bourgois dans le cadre du programme national de recherche sur l'anacarde en Côte d'Ivoire. Et donc, le travail que je vais vous présenter ce matin s'intitule Diversité SNP dans les anacardiers prometteurs identifiés en milieu par sélection participative en Côte d'Ivoire. Et donc, ma présentation s'articulera autour de 4 points. Elle débutera par une introduction dans laquelle je vous situerai le contexte du travail, les différentes problématiques et les différents objectifs. Ensuite, les différentes approches méthodologiques qui ont été utilisées au cours de ces travaux seront décrites. Puis, les résultats obtenus seront discutés et je terminerai par une conclusion et quelques perspectives. Notons en introduction que la demande mondiale en noix de cajou est en plein essor. Et pour répondre à cette demande croissante, chaque pays producteur a adopté différentes approches et stratégies pour accroître la production. En Côte d'Ivoire, d'importants efforts sont consentis par la filière cajou et leurs partenaires techniques en vue d'améliorer durablement la production de l'anacarde. Et dans ce contexte, des études ont été axées sur l'évaluation agronomique de 209 anacardiers identifiés en milieu rural par le Centre national de recherche sur la, Centre national de recherche agronomique. Et les efforts moléculaires visant à générer de vastes données génomiques ont inclus la caractérisation de ces 209 anacardiers à l'aide de microsatellites. Cependant, ces efforts ne sont qu'à leur début. De plus, la Côte d'Ivoire, qui est depuis 2015 premier producteur et exportateur mondial avec plus de 1 225 935 000 tonnes de noix produites en 2023, ne possède aucune variété améliorée à ce jour. Le rendement demeure faible dans les vergers. Il est de 560 kg à l'hectare contre 1 à 2 tonnes à l'hectare dans les pays tels que le Vietnam, l'Inde et le Brésil. Et nos vergers sont vieillissants. Ils sont constitués de génotypes non sélectionnés, d'origines diverses, avec des caractéristiques agronomiques hétérogènes, les rendant très vulnérables aux maladies et aux insectes ravageurs. Et pour pallier ces contraintes, nous avons entrepris depuis 2019 des sélections massales en milieu rural avec la participation des producteurs. Et ces investigations ont été menées dans 4 régions appartenant à 3 zones écologiques contrastées de la Côte d'Ivoire. Nous avons la région du Bonkani, celle du Bafing, celle de l'Indénié-Joablin et celle du Folon. La région du Bafing
et celle du frelon se situe entre la savane soudanienne et sub-soudanienne. La région du Bafing se situe dans la mosaïque forêt-savane et celle de l'Indonieux-Djoablin se situe dans la forêt semi-décidue. Et donc, dans chacune de ces régions, 2 à 3 localités ont été visitées. Et au total, 40 vergers ont été prospectés avec la participation de 39 producteurs. Et les producteurs ont été choisis sur la base de leur capacité à décrire le comportement des génotypes qui sont dans leurs vergers. Et donc, à l'issue de ces prospections, 121 génotypes ont été sélectionnés et évalués au plan agromorphologique à l'aide de 16 variables quantitatives. Et les évaluations ont été effectuées durant 4 cycles de production de 2019 à 2022. À l'issue de ces évaluations, 42 génotypes ayant exprimé les meilleures performances agronomiques, notamment le rendement en noix, ont été déclarés génotypes prometteurs. Et 5 caractères agromorphologiques que sont la hauteur des arbres, le nombre de fleurs hermaphrodites papanicules, le sexe ratio, le nombre de fruits papanicules et l'épisode de fructification qui fait référence au nombre de cycles de production par an chez un anacardier, nous ont permis de discriminer les 121 génotypes en 2 poules, indépendamment de l'origine géographique. Le premier pool comportait 44 génotypes, dont 20 génotypes prometteurs. Et ce pool a exprimé les meilleures performances relatives aux 5 caractères discriminants. Par contre, le second pool, qui comportait 77 génotypes, dont 22 génotypes prometteurs, a exprimé les faibles performances. Ainsi, une meilleure compréhension de la structuration révélée par ces caractères agromorphologiques requiert l'usage de marqueurs à grand pouvoir discriminants tels que les SNP. Aussi, pour mieux planifier les efforts de sélection massale in situ et de mise en place de collections de travail ex situ, une analyse fine au niveau du génome, utilisant des stratégies de génotypage moléculaire avancées, est nécessaire. Ce qui justifie la présente étude qui avait 3 objectifs de recherche. Le premier objectif était d'identifier par génotypage des marqueurs génétiques hautement discriminants à l'échelle du génome de l'anacardier. Le second objectif consistait à établir à l'aide de ces marqueurs, c'est-à-dire que les marqueurs qui auraient été identifiés, la structure génétique des 121 génotypes en référence à la performance agronomique et à l'origine géographique. Enfin, le dernier objectif était de caractériser la différenciation génétique entre et au sein des groupes qui en découleraient. Pour une meilleure compréhension des différentes approches méthodologiques, je vais vous définir quelques thèmes techniques qui seront utilisés tout au long de la présentation. Et donc, le premier thème technique est l'ADN. L'ADN est le support de l'information génétique des organismes vivants, notamment des plantes. Et d'un point de vue informatique, une molécule d'ADN est vue comme un test construit sur un alphabet à 4 lettres. Nous avons A pour adénine, T pour thymine, G pour guanine et C pour cytosine. Ensuite, nous avons le mot génome. Le génome d'un organisme est l'ensemble de ses lettres, c'est-à-dire l'ensemble des lettres A, T, C et G qui se retrouvent à l'identique dans chacune de ses cellules. Après, nous avons le génotypage par séquençage. Le génotypage par séquençage est un processus qui permet de révéler la disposition des différentes lettres A, T, C et G au niveau du génome d'un individu. Puis, nous avons les SNP.
Les SNP sont des substitutions ponctuelles d'une lettre par une autre, c'est-à-dire au niveau d'un génome, on peut avoir un A qui est substitué par un T chez un individu et chez un autre individu, à la même position, on peut avoir un C qui est substitué par un T. Et donc, ces substitutions ponctuelles-là se déroulent à des positions spécifiques du génome. Et une illustration de substitution ponctuelle entre les séquences de deux ADN est présentée au niveau de la figure 1. Enfin, nous avons le mot allèle. Un allèle est l'une des formes alternatives d'un gène qui est situé à une position spécifique du génome. Et donc, après cette définition, je vais vous décrire le matériel et les méthodes qui ont été utilisées au cours de nos travaux. Et donc, le matériel végétal était constitué d'un panel de 121 échantillons de feuilles matures prélevés sur chaque anacardier, identifiés par sélection massale et participative dans les régions du Bunkani, du Bafing, de l'Indénié Joablin et du Folon. Et pour chaque anacardier, l'ADN génomique a été extrait des tissus broyés à l'aide d'un kit d'extraction. Ensuite, la qualité de l'ADN a été évaluée sur un gel d'agarose. Puis, l'ADN a été quantifié et normalisé à 3 nanogrammes par microlitre. Cependant, 15 extraits d'ADN n'ayant pas obtenu la qualité requise pour le génotypage par séquençage ont été retirés du panel. Ainsi, l'approche de cisaillement aléatoire de l'ADN par des enzymes de restriction suivies d'un marquage par code barre a été utilisée pour génotyper les 106 extraits retenus. Et 3 enzymes de restriction, PSTL, NSCIL et APKL, ont été sélectionnés pour les différents tests. Après le génotypage, les SNP générés ont été filtrés. Et donc, tous les SNP dont le taux d'appel était supérieur à 80% ont été retenus. Cependant, tous les sites monomorphes ont été supprimés. Et les données retenues ont été exportées au format VCF grâce au logiciel TACEL. Et donc, ces données retenues ont été soumises à des analyses statistiques et à des tests de différenciation génétique. Et donc, un résumé génotypique des SNP identifiés à l'issue du génotypage a d'abord été effectué à l'aide du logiciel TACEL. Et donc, la fréquence des allèles mineurs, l'hétérozygosie observée et le contenu informatif du polymorphisme qui constituent les principales caractéristiques des SNP ont été calculées. La diversité des nucléotides observés, la diversité des nucléotides attendus et la distance de Tajima ont été également calculées. Pour la suite des analyses, un contrôle qualité des données retenues a été réalisé grâce au logiciel Planck et VCF Tools. Ainsi, tous les génotypes ayant plus de 20% de données manquantes ont été éliminés du panel. Tous les SNP ont été filtrés pour conserver uniquement les sites bialléliques et tous les SNP ayant une fréquence d'allèle mineure inférieure à 5% ont été supprimés. Ainsi, 99 génotypes et 1146 SNP de haute qualité ont été sauvegardés et utilisés pour les analyses de structuration génétique des anacardiers. Donc, à ce niveau, je fais un peu un break pour vous dire qu'au départ, on avait 121 anacardiers. Après l'extraction de l'ADN, nous avons éliminé 15 extraits
Donc, nous avons retiré 15 anacardiés. Ensuite, après le contrôle qualité des SNP des génotypes, nous avons encore éliminé certains anacardiés. Et donc, nous nous sommes retrouvés avec 99 anacardiés et un sous-ensemble de 1146 SNP. Et donc, ce sous-ensemble-là a été soumis à 4 analyses multivariées. Une classification hiérarchique a d'abord été effectuée et cette analyse nous a permis d'une part de révéler les relations phylogénétiques existant entre les 99 génotypes et d'autre part, elle nous a permis de révéler les éventuels regroupements qui pouvaient se faire au sein de ces génotypes. Ensuite, une analyse discriminante des composantes principales a été effectuée et cette analyse nous a permis de confirmer les résultats obtenus à l'issue de la classification hiérarchique. Puis, une analyse admixture a été effectuée et cette analyse nous a permis d'analyser l'inférence de la structuration et d'identifier les génotypes hybrides. Ici, en quelque sorte, ça nous permet de savoir si est-ce que nous avons correctement assigné les différents individus aux différents groupes identifiés. Et donc, l'ensemble de ces analyses a été effectué grâce au logiciel R. Enfin, une analyse moléculaire de la variance a été effectuée et cette analyse nous a permis de déterminer la relation entre le mode de regroupement des génotypes et leur origine géographique. Ici, on voulait savoir si les génotypes se regroupaient en fonction des régions. Est-ce que c'est pas parce que est-ce que tous les individus qu'on a identifiés dans le Bunkani se regroupent forcément dans un même groupe ou bien sont dispersés dans les différents groupes? Par la suite, la structure et le niveau de différenciation des groupes génotypiques a été analysé. Ainsi, une analyse moléculaire de la variance a été effectuée. Et ici, cette analyse nous a permis d'évaluer la qualité de la structure génétique des groupes qui ont été définis. Et les indices de diversité génétique permettant de caractériser chaque groupe ont été déterminés. Et donc, le coefficient de consanguinité a été calculé, l'indice de diversité de Shannon, le nombre d'allèles effectifs, le nombre d'allèles différents, le nombre d'allèles privés, l'hétérozygosie observée et l'hétérozygosie attendue ont été également calculés. Chers panélistes, quels sont les résultats qui ont été obtenus à l'issue de nos travaux? Concernant les caractéristiques des SNP identifiés, retenons que 193 855 SNP ont été identifiés à l'issue du génotypage par séquençage des 106 extraits. La distance de Tajima était négative. La proportion d'hétérozygotes était comprise entre 0,01 et 0,071. La plus faible proportion a été enregistrée chez le génotype F42. Des proportions moyennes ont été observées chez 35 génotypes, et la plus forte proportion a été observée chez les génotypes A13 et E21. Dans cette étude, la distance D de Tajima, qui permet de tester le modèle d'équilibre neutre et de déduire l'action de la sélection naturelle en fonction des différentes caractéristiques des données de séquence, était négative. Et cette valeur négative de Tajima démontre qu'une sélection positive s'est produite au niveau des gènes indispensables pour la survie et la reproduction des génotypes analysés. De plus, de faibles proportions d'hétérozygotes ont été observées dans l'ensemble des 193 855 SNP identifiés à l'issue du génotypage par séquençage. Et ces faibles proportions d'hétérozygotes confirment le phénomène de sélection positive qui s'est produit au niveau des leucines.
Selon Stéphane et Brandon, la sélection positive fausse la fréquence des variantes génétiques en induisant la ségrégation d'un excès de variants rares par rapport au modèle d'équilibre neutre. Pour d'autres auteurs, la sélection positive conduit un allèle bénéfique vers une prévalence élevée ou une fixation rapidement au sein d'une population. Et lorsqu'un allèle bénéfique et des variants environnants sur le même haplotype atteignent ensemble une prévalence élevée, il entraîne une réduction des hétérozygotes. Et sur la base de ces affirmations, nous pouvons dire qu'il existe une stabilité génétique au niveau des 106 génotypes analysés. L'arbre phylogénétique nous a permis de structurer les 99 génotypes en 3 groupes. Le groupe 1 était représenté en noir, le groupe 2 était représenté en bleu et le groupe 3 était représenté en violet. Le premier groupe représentait 28,28% du panel avec 28 génotypes, dont 6 génotypes du Baffin, 1 du Bonkani, 20 du Folon et 1 de l'Indénieux du Rablin. Le second groupe, qui était le moins important, représentait 5,05% du panel avec 5 génotypes, dont 4 génotypes du Baffin et 1 génotype du Folon. Et le dernier groupe, qui était le plus important, représentait 66,67% du panel avec 66 génotypes, dont 28 génotypes du Baffin, 22 du Bunkani, 8 du Folon et 8 de l'Indénieux du Rablin. L'analyse discriminante des composantes principales a également structuré les 99 génotypes en 3 groupes. Le premier groupe était représenté en bleu, le second groupe en vert et le troisième groupe en rouge. Cependant, le premier groupe était le moins important. Il représentait 13,13% du panel avec 13 génotypes, dont 3 génotypes issus du Baffin, 2 du Bunkani, 2 du Folon et 6 de l'Indénieux et du Rablin. Le second groupe, qui était le plus important, représentait 57,58% du panel avec 57 génotypes, dont 23 du Baffin, 25 du Bunkani, 7 du Folon et 2 de l'Indénieux et du Rablin. Et le troisième groupe représentait 29,29% du panel avec 29 génotypes, dont 8 issus du Baffin, 20 du Folon et 1 de l'Indénieux et du Rablin. L'analyse admessieux a également structuré les génotypes en 3 groupes. Le premier groupe était représenté en rouge, le second groupe était représenté en couleur jaune or et le troisième groupe était représenté en bleu. Cependant, cette analyse nous a permis de révéler la présence de génotypes hybrides qui ont été assignés à un 4e groupe. Ainsi, le premier groupe représentait 33,33% du panel. Il renfermait 33 génotypes avec 15 génotypes prometteurs. Le second groupe représentait 35,35% du panel. Il renfermait 35 génotypes avec 11 génotypes prometteurs. Le troisième groupe représentait 20,20% du panel. Il renfermait 20 génotypes avec 7 génotypes prometteurs. Enfin, le dernier groupe hybride représentait 11,11% du panel et renfermait 11 génotypes avec 5 génotypes prometteurs. Il faut dire que les génotypes hybrides ressemblent un peu à des individus métissés. Voilà. Donc, l'analyse moléculaire de la variance qui a été effectuée en supposant la dépendance du regroupement des génotypes à leur origine géographique n'a pas été significative. Dans cette étude, la parenté génétique, l'analyse discriminante des composantes principales et l'admixture
qui ont été utilisés comme approche complémentaire nous ont permis de structurer les génotypes en 3 poules génétiques distincts, indépendamment de l'origine géographique. Et ce résultat a été par la suite confirmé par l'analyse moléculaire de la variance. Et à ce niveau, nous pouvons dire que cette assignation des génotypes est la conséquence d'un flux génétique à travers les échanges de matériel entre les différentes régions. Selon certains auteurs, l'admixture est une hybridation qui s'effectue naturellement entre les populations d'une même espèce, c'est-à-dire le métissage entre les arbres est un phénomène naturel qui s'effectue entre les individus qui sont dans un même verger. Et donc, ce phénomène améliore les performances des plantes et conduit à de nouveaux génotypes adaptatifs. Et sur la base de ces affirmations, nous pouvons dire que les 11 génotypes métis ont une bonne capacité adaptative face aux variations environnementales. Une variance génétique de 12% a été enregistrée entre les 4 groupes et une variance génétique de 80% a été enregistrée à l'intérieur des 4 groupes. La faible variabilité génétique enregistrée entre les 4 groupes résulte des antécédents parentaux communs, d'autant plus que tous les anacardiers ivoiriens sont issus de la variété Jumbo. Et cette faible variabilité est également due à l'usage de semences issues de la sélection massale lors de la création des vergers. Cependant, la forte variabilité au sein des groupes est liée au mode de reproduction allogame de l'anacardier. Bien vrai que chez l'anacardier, nous avons des fleurs hermaphrodites, l'anacardier a une fécondation croisée. Et donc, selon Ambrick et Golds, les espèces allogames maintiennent une forte variation génétique au sein des populations et une faible variation entre les populations. Des allèles privés ont été également découverts chez certains génotypes, en particulier le génotype F35, qui comportait à lui seul 484 allèles privés sur les 518 allèles détectés. Et selon certains auteurs, la présence d'allèles privés indique une variabilité génétique unique dans certains leucines. Et donc, sur la base de cette affirmation, nous pouvons dire que le génotype F35 est un génotype à variabilité génétique exclusive. Chers panélistes, que devons-nous retenir de ces travaux? Retenons que 1146 marqueurs SNP hautement discriminants ont été identifiés chez l'anacardier pour la première fois en Côte d'Ivoire. La base génétique de 106 anacardiers identifiés par sélection massale et participative a été établie. Et cette base génétique est stable. Cependant, la base génétique de 15 anacardiers, dont 4 anacardiers prometteurs, n'a pas été établie. 99 anacardiers, dont 38 anacardiers prometteurs, ont été structurés en 4 groupes génétiques. Et le 4e groupe génétique était constitué d'anacardiers hybrides, dont 5 anacardiers prometteurs. Cependant, 22 anacardiers, dont 4 anacardiers prometteurs, n'ont pas été assignés dans les groupes génétiques identifiés. La répartition des anacardiers dans les groupes n'est pas liée à l'origine géographique. Et les anacardiers prometteurs qui avaient été classés en 2 groupes au plan phénotypique sont en réalité classés en 4 groupes génétiques. Enfin, un anacardier à variabilité génétique exclusive a été identifié pour la première fois en Côte d'Ivoire. À l'issue de cette conclusion, nous recommandons à la filière Cajou Côte d'Ivoire
de mettre à la disposition des producteurs les clones des anacardiers prometteurs pour le renouvellement et la création des vergers, en attendant qu'une variété améliorée ne soit mise en place. Aux producteurs, nous recommandons l'usage des clones issus de différents groupes génétiques pour le renouvellement et la création des vergers. Aux sélectionneurs, nous demandons d'utiliser cette ressource additionnelle pour renforcer le germoplasme d'anacardier établi par le Centre national de recherche agronomique en Côte d'Ivoire. D'intégrer les anacardiers prometteurs, en particulier les anacardiers hybrides, dans le programme de sélection initié par le Centre national de recherche agronomique, afin de conserver, si possible, en in vitro, le génotype F35 pour des usages futurs. En perspective, nous disons qu'il est important d'entreprendre des travaux supplémentaires qui seront consacrés à la mise en œuvre d'un programme de sélection assistée CAPS, impliquant les anacardiers les plus prometteurs afin de combiner les caractères complémentaires intéressants. Il est également important de rechercher les QTL associés au caractère d'intérêt économique, notamment le rendement en noix et le potentiel de production en CNSL, afin d'améliorer le programme de sélection variétale initié en Côte d'Ivoire. Chers panélistes, voici présenté l'essentiel de nos travaux. Je vous remercie de votre attention. Great. Congratulations, Flora. That was a brilliant presentation using genotype by sequencing approach to discover a lot of SNPs in potentially high-yielding cashew trees identified with farmers. It's a pleasure and known that this SNPs identified is going to serve as a basis for future cashew works when it comes to marker-assisted breeding and trying to combine complementary traits into single cashew clones for farmers. We believe this approach is going to sustain cashew production in the region. Now, the floor is opened for questions, and the question boxes too are there. You can also type in questions, and I'll give the floor also to our colleague, Sylvain Wadu from CICC, to also read the questions that will come into the box. Thank you. So, alors, merci, Dr. Paul, pour la parole. Alors, comme annoncé par Dr. Paul, nous sommes à notre deuxième partie de notre webinaire scientifique, c'est-à-dire la phase des questions-réponses. Alors, cette phase va se dérouler en deux étapes. La première étape va consister à lire les questions posées dans le chat et la seconde étape sera de donner la parole aux personnes qui auront levé leur main. Alors, je tiens à rappeler que chaque question sera suivie de sa réponse. Donc, nous attendons les questions. Donc, nous vous laissons aussi le temps, nous vous laissons le temps de poser vos questions.
Alors, nous avons une question anonyme. Flora, vous me suivez? Nous avons une question anonyme. La personne demande à savoir comment est-ce que euh, cette présentation pourrait aider les producteurs. D'accord. Merci. Merci pour la question. Bon, la personne demande à savoir comment est-ce que cette présentation pourrait aider les producteurs. Bon, je Oui, dirais c'est ça. que cette présentation, en fait, peut aider indirectement les producteurs. C'est-à-dire que les génotypes qui ont été, ou bien les arbres prometteurs qui ont été identifiés, qui ont été vraiment déclarés prometteurs, doivent être multipliés par la filière cajou. C'est ce que j'ai dit dans les recommandations, puisque c'est la filière cajou qui gère tout ce qui est autour des résultats que nous obtenons. Donc, la filière cajou doit multiplier ces arbres-là et les mettre à la disposition des producteurs. Sinon, le producteur, en écoutant cette présentation, mais en regardant cette présentation, il pourra pas directement utiliser ces résultats-là. Mais ces résultats-là doivent être d'abord être validés par le conseil coton de la NACAD. Ensuite, ils vont mettre les moyens pour pouvoir cloner par greffage ou par macoutage. En tout cas, faire plusieurs copies de ces arbres et puis aller maintenant vers les producteurs pour leur proposer par le canal, peut-être soit de la NADER ou comme ils font habituellement, mais le CNPA, pour que les producteurs puissent essayer d'abord, parce que le producteur, tant qu'il n'a pas vu, il ne peut pas croire. Donc, c'est un peu ça. J'espère avoir répondu. Oui, merci Flora pour votre réponse. Nous avons une deuxième question qui vient de Délé Adélie. Alors, sa question est la suivante. Existe-t-il un document sur les variétés de noix de cajou en Côte d'Ivoire avec leurs caractéristiques et comment y accéder? D'accord, merci pour la question. Bon, cette question-là rattrape un peu la première question. En fait, les données que nous produisons en tant que doctorants, nous les mettons à disposition au conseil du coton de la NACAD par la voix de nos patrons, nos maîtres. Donc, c'est à eux maintenant de faire un catalogue et puis s'ils doivent mettre ça à disposition, ils le feront. Sinon, je ne peux pas dire déjà que bon, les données sont là parce que c'est tout un programme. Comme j'ai dit, nous faisons partie du programme national de recherche sur la NACAD. Donc, quand il y a des acquis valorisables, on les transmet au niveau de la filière. Et puis, c'est la filière maintenant qui doit mettre à disposition. Bon, maintenant, le processus pour la mise à disposition, là, vraiment, je n'ai pas d'informations. Sinon, en tant que particulière, je peux peut-être essayer de donner des conseils, d'aider peut-être les particuliers, mais je ne sais pas si j'ai l'autorisation de faire cela. Mais en tout cas, la décision finale revient au conseil coton de la maîtrise. Donc, voilà, si j'ai été, je sais pas si j'ai été un peu claire. Oui, merci, merci Flora pour votre réponse. Alors, nous attendons toujours les questions. Donc, nous vous laissons le temps de poser vos questions.
Okay, I think we'll give ourselves the next 2 minutes. If there are no questions, we will move on to the next presenter. Alors, nous avons une question. Mhm. La question est la suivante. Dans le Mhm. cas du CICC, est-ce que les résultats de cette recherche peuvent être vulgarisés au niveau des autres pays membres? Merci pour la question. Bon, cette question-là, il faut Yeah, dire hello. que Yes. I think what the CICC, what the CICC. Bonjour à tous. Je suis Abraham Ouattara, le chargé de communication du Conseil international consultatif du CAJO. Pour répondre à la question, bien sûr, les résultats de ces recherches peuvent être partagés si et seulement si nous avons la permission de Madame Yepie Flora. Et j'aimerais rajouter aussi que tous les webs analysés sont ensuite redistribués afin que des personnes qui n'ont pas ou qui n'ont pas eu la possibilité d'y participer puissent se mettre à jour. Mais ça, c'est seulement avec la permission de celui qui a présenté. Alors, merci, Monsieur Ouattara, pour votre réponse. Alors, nous avons encore une question. Alors, la personne fait d'abord une suggestion qui dit qu'il trouve la présentation très intéressante et suggère que le CICC récupère et organise un renforcement des centres de recherche des États membres. Ah, alors, la personne présente ses félicitations à Madame Flora. merci. Alors, en ce qui concerne cette question, c'est bien noté de la part du CICC. We move to the next question. Oui, nous avons encore une question de Monsieur Diallo qui demande, est-ce que ces arbres issus du clodage peuvent être adaptés dans tous les pays tels que le Sénégal? Merci pour la question. Bon, je dirais que ah, il faut reconnaître que
Les caractères qui sont exprimés par les arbres sont beaucoup influencés par l'environnement. Et donc, si l'environnement qui prévaut au Sénégal est sensiblement pareil à l'environnement de la Côte d'Ivoire, je peux dire que les clones vont s'exprimer de la même manière qu'ils se sont exprimés en Côte d'Ivoire. Mais si c'est carrément des fluctuations environnementales un peu carrément différentes, là, il peut avoir une autre expression. Soit peut-être l'environnement peut favoriser les caractères exprimés. Je prends par exemple le rendement en noir. On prend des génotypes prometteurs qui ont un haut potentiel en noix qui peut-être en Côte d'Ivoire produisent 75 kg de noix. Si on emmène les clones là au Sénégal et qu'on constate que les mêmes caractères environnementaux, les mêmes variations environnementales qui sont présentes en Côte d'Ivoire sont les mêmes qu'au Sénégal, on peut dire que oui, au moins à la base, on aura le même comportement. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Mais si carrément, si l'environnement est carrément différent, si les prometteurs là ne sont pas des prometteurs adaptatifs, là, les plants seront obligés de s'adapter d'abord avant maintenant de s'exprimer. Donc là, il y aura peut-être un léger changement au niveau des caractères. Donc, c'est un peu ça. Je ne sais pas s'il a compris. Il a compris. D'accord, merci Flora. Alors, pour cette série de questions, nous allons passer à notre dernière question qui vient de M. Eloi, qui voudrait savoir quelles sont les caractéristiques des génotypes recommandés. Merci pour la question. Bon, il faut dire que les génotypes que j'ai recommandés là ont beaucoup de caractéristiques. Parmi les génotypes, il y a des génotypes qui ont un bon potentiel de production en noix. Donc, si vous êtes intéressé par ce type de génotype, il faut faire la demande et puis on va vous conseiller. Parmi ces génotypes prometteurs-là, il y a des génotypes qui ont une bonne aptitude à la production des pommes. Donc, si quelqu'un est intéressé par les pommes, s'il veut faire un champ, un verger pommier, il y a des génotypes parmi les génotypes, 42 génotypes prometteurs, qui peuvent être proposés. S'il y a des personnes ou bien des industriels qui veulent faire des vergers uniquement pour l'utilisation du CNSL, le CNSL, c'est le liquide qu'on prend pour confectionner les huiles de frein. C'est beaucoup utilisé dans les industries chimiques. Donc, s'il veut faire un champ sémencier uniquement pour pouvoir extraire les CNSC, il y a des génotypes qui sont recommandés. Donc, en fait, l'ensemble des 42 génotypes-là, chacun a des potentialités différentes. Il y en a pour les noix, il y en a pour la pomme, il y en a pour le CNSL. Et il y en a aussi pour le BRICS qui est le taux de sucre. Donc, tous ceux qui veulent utiliser ça dans le secteur de la pâtisserie et autres. Donc, il y a beaucoup de gammes de caractéristiques. Donc, je ne sais pas si j'ai pu Alors, répondre. merci Flora. Alors, Merci. nous allons passer à la parole à M. Daouda Diomandé, qui a levé la main. D'accord. Monsieur Daouda, vous avez la parole. Allô, vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien.
Ah, ok, d'accord. Bonjour, chers participants, bonjour, madame. C'était Bonjour. une contribution relative à la liste euh, de clones disponibles au niveau de la Côte d'Ivoire. Disons que Oui. généralement, au niveau des pépiniéristes, il y a, Mhm, je crois, il y a trois types de clones qu'on propose avec des mhm, couleurs différentes, je crois, jaune, bleu, mhm, et mhm, voilà. mhm, Donc, mhm, effectivement, il y a une liste qui est là. Donc, c'est la liste homologuée, c'est cette liste qui est utilisée par les mhm. pépiniéristes. Et c'est suivi par le Effectivement. CNRA et le Conseil coton anacarde. Voilà. C'est ce que je voulais ajouter comme contribution. Effectivement. Merci, Effectivement. madame. Mhm, mhm. Bon, je ne sais pas si je peux parler de ces génotypes-là. Donc, je ne sais pas. Ça serait intéressant. Effectivement, il y a une liste. Oui, non, mais bon, comme c'est pas, puisque ça, c'est déjà un acquis qui a été déjà validé et les gens, le CNRA fait un clonage et les met à disposition euh, pour le renouvellement des vergers. Mais les nouveaux génétiques prometteurs, là, en fait, c'est des études. Je vous ai dit on a fait les études de 2019 à 2022. En fait, c'est juste pour enchérir les données qui sont disponibles au CNRA. OK. Au cours de la présentation, j'ai parlé d'abord du CNRA avant de faire. En fait, c'est une étude complémentaire pour pouvoir élargir le germoplasme mis en place par le CNRA. Donc, on a travaillé de commun accord avec le CNRA. Donc, ce que j'ai dit, que les clones là, les résultats sont là, mais ils n'ont pas encore été mis à disposition des producteurs. Sinon, les trois clones, effectivement, actuellement même, nous faisons la certification de ces trois clones au laboratoire, le G27, A24 et puis G27 rouge, A24, A30 et le A30. Donc, c'est 42 prochainement, en tout cas dans les temps futurs, ces 42 là seront additionnés aux trois qui sont disponibles maintenant. Merci beaucoup, madame. Merci. Okay, thank you so much, Flora. That was an excellent one. I think we'll move to the next presenter, who is going to take us through in vitro tissue culture techniques for multiplying cashew using Apex explants. Cashew is very recalcitrant to tissue culture. And I must say this presentation is going to be an interesting one. And we should all pay particular attention to what is going to be said. Again, we should be reminded that this webinar series is being organized by the Cashew CICC, Consultative International Council, Cashew, or Cashew International Consultative Council, and it's being co-financed by the European Union and being implemented by the GIZ move under the Samoan Caribbean Agreement. So this time, at this moment, I'll give the floor to our next presenter to take us through. Thank you. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je suis Éloi-Fin Yves André. Je suis chargé de présenter le thème 2, qui est porté sur le développement d'un protocole de régénération in vitro de l'anacardier à partir de culture de méristem. Est-ce qu'on me reçoit? Yes, we can hear you, Claire. Alors, je voulais apporter un petit éclaircissement au niveau du thème. Il y a eu un tout petit changement
Voilà, au départ, c'était à partir des plans d'APES, mais en réalité, ce que j'ai fait exactement, c'était à partir de culture de méristem. Alors, notre présentation va s'articuler autour de 4 points, à savoir une introduction, la méthodologie adoptée, des résultats obtenus et enfin une conclusion. Il faut dire que la Côte d'Ivoire est le premier producteur de noix de cajou. Depuis 2015, avec une production estimée en 2015 à 702 000 tonnes. En 2022, la production de noix de cajou en Côte d'Ivoire était estimée à 1 220 000 tonnes. Mais force est de constater que les vergers ivoiriens ont un très faible rendement qui est de l'ordre de 300 à 500 kg à l'hectare, contre une production estimée à 1 tonne ou 2 tonnes dans les pays d'Amérique du Sud ou d'Inde. Alors, les causes qui entraînent ce faible rendement sont diverses. Nous avons l'utilisation de matériel, tout venant pour la mise en place des plantations, l'insuffisance d'encadrement technique des paysans et très peu de programmes d'amélioration variétale. Alors, cette production au niveau de la Côte d'Ivoire est surtout due à l'expansion des surfaces cultivées dans l'Acadie, qui sont passées de 265 654 hectares en 2000 à 1 400 000 hectares en 2021. Et cette extension va créer une indisponibilité des terres cultivables allouées aux cultures vivrières. Alors, pour régler le problème, l'État ivoirien a lancé un vaste programme d'amélioration de l'Anacadie en Côte d'Ivoire. Alors, ce programme-là a permis l'identification des arbres potentiellement hauts producteurs dans les vergers ivoiriens. Et ces arbres-là vont constituer des ressources génétiques qui vont permettre l'amélioration de la production de l'Anacadie en Côte d'Ivoire. Alors, la conservation de ces arbres potentiellement hauts producteurs dans les centres de développement de cajou ou dans des vitrothèques est un pas essentiel pour l'amélioration des ressources génétiques de l'Anacadie. Alors, pour pouvoir reproduire ces aspects-là, il est important d'utiliser des méthodes conventionnelles de modification végétative pour la conservation de ces aspects. Et l'une des méthodes est l'utilisation de la culture in vitro, qui est une technique qui permet la régénération de cours sains. Mais il faut dire qu'au niveau de l'Anacadie, divers problèmes entravent sa régénération en in vitro, à savoir des problèmes de désinfection des excréments qui sont prélevés sur des arbres matures au champ. Il faut noter que après désinfection, la désinfection maximale qu'on peut avoir, c'est de 3 à 25%. Mais lorsqu'on réussit à désinfecter ces excréments-là, ces excréments, quelques jours, au bout de 20 jours, commencent à nécroser et à mourir. Nous avons également, lorsque on réussit à produire des pousses feuillées, ces pousses feuillées ont un réel problème d'enracinement. Mais également, il faut noter que tous ces programmes-là de régénération de l'Acadie ont été faits à partir de noix de cajou, régénérées in vitro. Mais nous savons également que les noix ne reflètent pas réellement l'identité génétique de la plante mère. C'est ce qui nous a poussé à faire cette étude qui a pour objectif général de mettre au point un protocole de régénération in vitro des arbres potentiellement hauts producteurs par technique de culture de méristem. Alors, le matériel végétal utilisé pour réaliser cette étude a été de jeunes pousses d'Anacadie. Ces jeunes pousses-là ont été obtenues après avoir taillé les plants, enlevé toutes les feuilles et ensuite les branches ont été pulvérisées avec un fongicide pour réduire plus ou moins la charge fongique sur les branches. Ensuite, ces branches-là pulvérisées ont été protégées avec des sachets transparents.
Et au bout de 21 jours, les jeunes pousses qui sont régénées seront utilisées comme matériel végétal. Alors, lorsque ces pousses sont prélevées, on les transfère directement au laboratoire où elles sont rincées abondamment avec de l'eau de robinet pour enlever le reste de la poussière et autres. Également, après lavage, ces pousses sont transférées directement sur une haute à flux laminaire où elles sont immergées dans de l'alcool 70%. Et après passage dans l'alcool, ces pousses sont transférées directement dans une solution d'hypochlorite de sodium pour permettre la désinfection de ces pousses-là. Et après le passage dans l'hypochlorite de sodium, les pousses sont abondamment rincées avec de l'eau distillée pour éliminer l'agent désinfectant. Et une loupe moléculaire est utilisée pour pouvoir prélever les méristèmes. Alors, les méristèmes isolés sont transférés sur divers milieux pour permettre à ces méristèmes de pouvoir croître, de produire des pousses feuillées. Et ces milieux sont additionnés de BAP et d'ANA pour favoriser leur développement. Et après avoir obtenu des pousses feuillées, ces pousses feuillées sont directement transférées sur un nouveau milieu qui va induire, favoriser l'enracinement de ces pousses feuillées-là. Et ces milieux sont additionnés d'AIB, qui est une hormone couramment utilisée pour l'enracinement des pousses. Alors, pour pouvoir évaluer l'efficacité de cette méthode, divers paramètres ont été évalués. Au niveau de la désinfection, nous avons le pourcentage de contamination des méristèmes, le pourcentage de viabilité des méristèmes, également le pourcentage de pousses feuillées initiées, le temps d'apparition des feuilles au niveau des pousses feuillées, le pourcentage d'enracinement, le temps moyen d'enracinement et la longueur moyenne des racines. Alors, si toute cette méthodologie nous a permis de pouvoir avoir les résultats suivants. Au niveau de la désinfection, le criblage des différentes méthodes de désinfection nous a permis de réduire le taux de contamination et le taux de contamination obtenu lors de nos études ont été de 27,68%. Également, le pourcentage de viabilité obtenu au niveau des méristèmes désinfectés a été de 64,45%. Alors, l'image si vous présente un exemple d'un méristème viable. Lorsque le méristème est transféré sur le milieu, quelques jours après, si ce méristème est viable, la coloration va virer carrément au vert, qui montre l'activité du méristème. Alors, ces méristèmes rentrant en activité vont commencer à se développer. Et ces méristèmes ont commencé déjà à initier des feuilles. Et ces feuilles vont se développer ensuite pour donner des pousses feuillées. Alors, au niveau de l'induction des pousses feuillées, nous avons réussi à avoir un pourcentage de 91,66% grâce au milieu utilisé. Également, le temps d'apparition des feuilles a été de 46 jours. Ces pousses feuillées transférées sur les milieux d'enracinement nous ont permis de pouvoir avoir des racines au niveau des pousses feuillées. Alors, la première image vous montre le début d'enracinement. C'est-à-dire, après 18 jours, lorsqu'on transfère les pousses feuillées sur les milieux, les racines commencent à apparaître. Et ces racines vont se développer pour donner ensuite des plantes entières, qui est sur la figure 2. Alors, ces plants-là sont obtenus après 3 mois de mise en culture, c'est-à-dire de transfert sur un milieu d'enracinement. Il faut noter que pour la croissance de ces plants-là, c'est après avoir obtenu des racines que les plants se croissent normalement. Sans les racines, il est difficile pour ces plantes de pouvoir croître sur ces milieux-là. Mais après l'enracinement, ces racines vont permettre à ces plantes de pouvoir réellement puiser les nutriments dans le milieu pour amorcer leur croissance. Alors, le temps d'enracinement obtenu a été de 18 jours et la longueur moyenne des racines a été de 3,04 cm.
Il faut dire que divers milieux ont été utilisés. Mais seul le milieu additionné avec l'AIB nous a permis réellement de pouvoir obtenir des racines. Alors, au terme de notre étude, nous pouvons dire que la culture de l'anacardie a été rendue possible grâce à l'utilisation de culture de méristème. Et cette possibilité-là, en utilisant les cultures de méristème, va nous permettre de pouvoir réellement introduire les différentes variétés, les différents potentiellement aux producteurs au niveau du laboratoire pour les conserver. Cela va permettre d'avoir plus ou moins différentes génotypes en conservation pour permettre l'amélioration génétique de l'anacardie en Côte d'Ivoire. Alors, sur ce, voici ainsi présenté l'essentiel de nos travaux. Je vous remercie. Thank you so much. That was a brilliant presentation from Ivory Coast to Côte d'Ivoire on the response of cashew apex explants to in vitro culture. Now I'll hand over to our brother from CICC, and also the floor is open for questions and contributions. Let's bear in mind that this program is organized by the CICC, co-financed by the European Union, and implemented by the GIZ MOVE project. Thank you. Merci, Dr. Paul. Alors, pour cette deuxième présentation, la série de questions-réponses sera comme la première, c'est-à-dire nous allons passer aux questions directement posées dans le chat et après laisser la parole aux personnes qui auront levé leur main. Alors, nous laissons un peu le temps aux différentes personnes pour poser leurs questions. There is a question in the thread. Can it be read? D'accord. There is a question. Okay. Alors, il y a une question d'une personne anonyme qui d'abord présente ses félicitations au présentateur pour son travail. Et il demande à savoir, ces matériaux utilisés ont-ils été implantés sur le terrain et quel est le taux de réussite de l'implantation? Ça, c'est premièrement. Et deuxièmement, quelle est leur réaction aux principaux insectes et agents pathogènes sur le terrain? OK, merci pour la question. D'abord, j'aimerais apporter des éclaircies. Il faut dire que, comme je le disais à l'entame, la culture d'in vitro de l'anacardie est réellement difficile. D'abord, nous avons un problème de désinfection et par la suite, problème d'enracinement. Donc, le challenge ici, d'abord, était de pouvoir réussir à introduire du matériel venant du champ au laboratoire et ensuite réussir à
régénérer ces plants-là et de les enraciner. Donc, actuellement, nos études sont uniquement situées au laboratoire. Voilà, nous avons pu produire des plants, mais nous n'avons pas encore transféré ce matériel-là au champ. Transférer ces matériaux au champ. Donc, le challenge d'abord était de pouvoir introduire ce matériel-là au laboratoire et de pouvoir les enraciner à la suite. Et après, on pourra les acclimater et ensuite voir leur comportement dans le milieu naturel. D'accord, merci, monsieur Yves, pour votre réponse. On a une question de monsieur Humo Blatt qui voudrait savoir quelles sont les méthodes que les agriculteurs peuvent utiliser pour avoir une bonne qualité du cajou. OK. D'abord, comme je pense que la présentation précédente, ces questions ont été pratiquement posées, mais cela dit, pour pouvoir avoir une bonne, il faudrait avoir déjà du matériel de qualité. Voilà, du matériel de qualité qui assure une production réelle de l'anacadie. Parce que le constat au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est que au niveau des plantations, le rendement est réellement faible. C'est pour ça que les programmes d'amélioration ont été initiés pour pouvoir donner aux producteurs du matériel vraiment performant. Et je pense que déjà, il y a déjà 3 clones qui sont en diffusion. Voilà, au niveau du CNRA, au niveau des pépiniéristes agréés. Voilà, donc, c'est ces clones-là que ces producteurs-là doivent pouvoir utiliser pour pouvoir produire. Également, il faudrait que les producteurs respectent les, les itinéraires techniques fournis par le CNRA. Voilà, pour qu'ils puissent avoir une bonne production. J'espère pouvoir répondre à cette question-là. D'accord, merci, J'espère que j'ai monsieur Yves. répondu à la question. D'accord. La question qui suit nous vient de monsieur Éloi qui demande, les plantes produites in vitro ont-ils été plantées en milieu réel ou en milieu paysan? Euh, OK, comme je le disais, d'abord, nous sommes au niveau du laboratoire et les plantes que nous avons obtenues, nous n'avons pas encore acclimaté ces plantes-là pour les introduire dans le milieu naturel. D'accord, merci, monsieur Yves. La question qui suit nous vient de monsieur Ad, qui vous remercie d'abord pour pour votre brillante présentation. Et il demande à savoir quelle est la taille de l'échantillon sur lequel ces pourcentages ont été basés. OK. Au niveau de la taille, d'abord, au niveau de la désinfection, nous avons fait 5 répétitions. Et pour chaque répétition, nous utilisons au moins 60 S-plans pour pouvoir tester l'efficacité du protocole que nous utilisons. D'accord, merci, monsieur Yves. Il y a la question qui suit nous vient de monsieur Kossi Yodo, qui voudrait savoir quel est l'avantage de ce procédé in vitro et quel est le rendement potentiel sur le terrain. OK, d'accord. D'abord, l'avantage au niveau de la culture in vitro, c'est que la culture in vitro va permettre le rajeunissement des plants, va donner une figure accrue au niveau des plants produits in vitro. L'avantage également, c'est la culture va nous permettre de pouvoir produire en un rien de temps euh, le maximum de plants pour les mettre à disposition. C'est une technique
multiplication en masse. Donc, c'est pour ça que même actuellement, tous les plants, pour revenir, tous les plants de banane plantain sont issus d'in vitro. Les plants de canne à sucre que les films utilisent sont issus d'in vitro. Donc, cette technique permet de pouvoir régénérer à l'identique une plante, mais c'est-à-dire un plan qui a vraiment un potentiel accru. On peut multiplier ce plan-là dans des milieux de froid sans perdre plus ou moins son potentiel. Également, même au niveau de la culture de méristème, cette culture-là permet de produire des plants indemnes de virus. D'accord, merci, M. Yves, pour votre réponse. La question qui suit nous vient encore de M. Éloi, qu'il demande quelle est la spécificité, la provenance ou la qualité de l'arbre où a été prélevé les bourgeons. D'accord. Je disais que au niveau des vergers ivoiriens, il y a pratiquement 209 arbres potentiels haut protéines qui ont été identifiés. Alors, la première, l'objectif, c'est de ne pas perdre ces arbres. Donc, on voulait d'abord les introduire au laboratoire pour les conserver. C'est pour cela qu'on a voulu mettre en place un protocole pour pouvoir les conserver, les régénérer in vitro et les conserver. Puisque en les conservant, c'est un coup de, ça veut dire, ce sont des ressources génétiques qui vont permettre à la longue de pouvoir utiliser ces plants-là pour une amélioration génétique, pour pouvoir mieux travailler sur ces plants-là. Donc, l'identité réelle de ces plants-là, ce sont des plants que les producteurs ont signifié potentiellement aux producteurs et même des études ont été faites dessus pour pouvoir voir le rendement par arbre, de ces arbres-là. Donc, il faudrait que ces arbres soient conservés, soient gardés et conservés. Donc, une des méthodes de conservation, c'est la culture in vitro. Sinon, il y a plusieurs méthodes végétatives de conservation. Mais on a opté pour cette méthode parce qu'elle permet de garder ces serpents dans des vitrothèques. Parce qu'on ne sait bien un temps qu'il y a eu la crise en Côte d'Ivoire et pendant la crise, il y a divers plans, même au niveau du CNRA, il y a diverses variétés de différentes cultures qui ont été perdues. Donc, cette méthode nous permet de conserver ces arbres au laboratoire pour d'éventuelles études. D'accord, c'est bien noté pour votre réponse. Merci, M. Yves. Alors, nous avons encore une question qui vient de M. Odegbe qui demande les réponses dépendent-elles du génotype? Avez-vous travaillé sur un seul génotype? OK. Ici, d'abord, comme je le disais, les, les réponses au niveau de la désinfection, plus ou moins le protocole de désinfection permet de pouvoir réellement désinfecter les génotypes qu'on a travaillés. D'abord, nous avons déjà travaillé sur 3 génotypes et c'est d'introduire les 3 génotypes en division du CNRA. Voilà, et ces génotypes-là, on a pu tester ce protocole sur ces génotypes. On a pu également les enraciner au laboratoire. Et certes, il y a une légère variation entre la réponse de ces 3 génotypes-là. Voilà, mais soit c'est sur le temps d'enracinement, ou bien soit c'est sur la longueur des racines. Sinon, ces 3 génotypes-là réussissent à être régénérés et même à s'enraciner au laboratoire. D'accord. Merci, M. Yves.
Alors, la question qui suit nous vient de Monsieur Banla qui demande si les esplans ont porté des racines. Et si oui, après combien de jours? Oui, dans mes résultats, j'ai présenté des explants qui avaient des racines et c'est au bout de 46 jours. Au bout de 46 jours, après avoir, euh, ça a dit, introduit les plants sur un milieu de croissance. Mais lorsqu'on met les pousses feuillées uniquement sur un milieu d'enracinement, c'est au bout de 18 jours qu'on commence à observer l'induction de racines. Lorsqu'on transfère tes pousses feuillées sur un milieu d'enracinement, après les 18 jours, on commence à observer la présence de racines, comme je l'ai présenté dans mes slides. Est-ce qu'on me Okay, reçoit? I think there are no further questions. And I would like to take this opportunity to congratulate the two presenters. They've given us a wonderful piece when it comes to cashew research or providing solutions to challenges relating to cashew production across the globe. I must say that today the focus was on Cote d'Ivoire or Ivory Coast. But for our next month's webinar, our focus will be on Mali. Mali too will be sharing some of their research findings that are being used to solve cashew problem across the globe. As I said earlier on, in this world, information is more important than direction. As we embark on establishing new cashew farms or combating new cashew cropping challenges, it is imperative that we take part in some of this webinar series so that we get the right information that will enable us to solve some of the problems regarding the cultivation of cashew. Once again, we are grateful to CICC organizing this webinar series. Grateful to European Union co-financing the program. And also regarding the implementation, we are grateful to GIZ Move. We are also thankful to the Business Support Facility for Resilient Agriculture Value Chains for ensuring that this program comes to life and to the view and listening of all of major cashew stakeholders. On this note, we'll end today's webinar series, and we are grateful to each and everyone. Thank you so much. Mm-hmm.